Chers collègues, Monsieur le Président du Césaire, cher Patrick, Mesdames, Messieurs, en ce moment si particulier pour la vie de notre Assemblée et l'avenir de notre collectivité, chacun comprendra que mes premiers mots soient pour rendre hommage à Philippe Richert, car nous sommes beaucoup, ici, à regretter sa démission. Philippe n'a pas seulement réussi à mettre en place notre jeune région dans les conditions que l'on sait, il lui a imprimé ses grandes impulsions. Il a tout fait pour que cela fonctionne, et ça fonctionne, pour que les territoires soient traités équitablement, et ils le sont, et pour que chacun, fort de ce qu'il est, de son identité, de ses spécificités, de ses caractères propres, puisse continuer à avancer ensemble. Il a construit le Grand Est sur deux maîtres mots, le pragmatisme et l'efficacité. Il a veillé à maintenir très hautes les exigences de service public, tout en maîtrisant les dépenses. Le débat d'orientation budgétaire que nous aurons dans quelques instants le montrera. Le Grand Est est une collectivité qui investit à des niveaux inégalés, 850 millions d'euros en 2018, mais c'est une collectivité sobre et économe. 1 milliard d'euros d'économie sera réalisé, je vous le rappelle, sur le mandat. Alors oui, je veux devant vous rendre hommage à Philippe Richert, et je ne doute pas que nous saurons être collectivement à la hauteur des ambitions régionales qu'il a portées sur les fonds baptismaux. Je veux également saluer plusieurs de nos collègues qui ont fait le choix de quitter l'exécutif régional. Gérard Cherpion, Véronique Mathieu et Valérie Beauvais. Au prix d'un travail considérable, Gérard aura posé le socle de nos politiques de formation et c'est grâce à lui si le Grand Est a pu être la première région française dans la gestion du plan 500 000 formations. Quant à Véronique, sa connaissance des institutions européennes nous aura été d'une grande utilité pour gérer les fonds européens. Valérie Beauvais nous a quittés à regret, mais elle saura être à l'Assemblée nationale un relais de nos préoccupations. Je me réjouis que Véronique Guillotin, Jean-Luc Versman et Sylvain Bazerman aient choisi de continuer à siéger à la région. Tous trois quittent leurs fonctions exécutives où ils n'ont pas démérité. Je sais qu'ils vont ainsi œuvrer au bénéfice de notre collectivité et de ses missions. Mais je veux signaler particulièrement leur engagement considérable lors de ces premiers mois de la région Grand Est. Ces évolutions se traduisent également par un renouvellement au sein du Conseil régional. Et j'ai le plaisir d'installer aujourd'hui très officiellement dans nos rangs Sylvie Dalguer, Thibaut Duchesne, David Saglamer et Franck Perry. Soyez, chers amis, les bienvenus. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la démission de Philippe Richert n'entraîne pas un simple changement de personne au sein de l'exécutif régional. Son départ, et c'est le sens qu'il a voulu donner à sa décision, correspond bel et bien à une seconde étape de la mandature. Il y a eu le temps de la construction. Cela n'a pas été une promenade d'agrément. Cela a été une période décisive. Le cadre est bien fixé. Les grandes orientations sont données. Notre collectivité est en ordre de marche et le temps est venu de déployer l'action régionale dans toute sa plénitude. Et cette action, mes chers collègues, je vous propose de la porter autour d'une dynamique appuyée sur 5 grandes priorités. L'emploi, la jeunesse, les territoires, les mobilités et la vocation européenne de notre région. L'emploi, c'est la priorité des priorités. Ce que nos concitoyens attendent de notre collectivité, qui est pilote en matière de développement économique, c'est d'être en première ligne pour lutter contre le chômage. Avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, nous avons posé les principaux jalons. Nous avons notamment renouvelé le mode et la nature de la relation entre la région et les entreprises. J'ai fait partie, vous le savez, de ceux qui ont porté le SRDE2I.
dont la qualité est très largement saluée. Je ne veux pas ici revenir sur l'importance de l'accompagnement des entreprises, et notamment à l'export. Pas plus vais-je développer toutes les actions engagées en matière d'innovation, dont celle autour de l'usine du futur. Mais il nous faut aller plus loin encore, être en mouvement, anticiper. Il nous faut d'abord apprendre à marcher sur nos deux jambes et articuler pleinement nos politiques d'intervention économique et nos politiques de formation professionnelle, c'est-à-dire assurer un accompagnement efficace des entreprises tout en assurant aux demandeurs d'emploi et aux salariés des formations leur offrant une meilleure employabilité. Il faut donner de vraies clés de l'emploi à ceux qui en ont besoin. Si nous avons fait d'ores et déjà évoluer nos dispositifs, nous avons encore une marge de progression pour mieux actionner les leviers qui sont à notre disposition. Par une meilleure orientation à l'échelle des territoires, par un accompagnement plus fin et plus individualisé des demandeurs d'emploi ou encore par la constitution d'un guichet unique, facilitant l'embauche dans les entreprises. Nous devons être en mesure d'anticiper de manière plus affirmée les effets de la désindustrialisation par bassin d'emploi en réorientant nos analyses vers des perspectives dans ce domaine réalistes. Aujourd'hui, le pilotage du service public de l'emploi est dissocié des politiques de développement économique. La multiplication des acteurs et l'absence de réelle coordination constituent de véritables freins, à mon sens, pour le retour à l'emploi. Ce sont ces freins et ces pesanteurs qu'il nous faut lever. Il ne s'agit pas pour nous de nous substituer à Pôle emploi, il s'agit de nous permettre d'explorer de nouvelles voies et d'expérimenter de nouvelles solutions, notamment en matière d'apprentissage et de formation professionnelle. C'est d'ailleurs en ce sens que j'accompagnerai la semaine prochaine le ministre du Travail Muriel Pénicaud dans le cadre d'une mission au Danemark. Le gouvernement se saisit aujourd'hui de ces sujets. Il faut bien sûr qu'il donne toute leur place aux régions qui sont parmi les acteurs les plus proches des besoins des territoires, bassins d'emploi et de nos concitoyens. Osons profiter de cette opportunité pour inviter le gouvernement à être audacieux en ce sens. La région Grand Est doit devenir le quartier général de la réforme de la formation professionnelle et être ainsi un terrain d'expérimentation de nouvelles politiques du gouvernement. Nous avons aussi des choses à apporter s'il veut réellement faire de l'apprentissage une réponse au chômage des jeunes. Je sais que pour cela, je peux compter notamment sur le soutien de nos artisans qui, de longue date, se battent pour faire de l'apprentissage une voie d'excellence. Faut-il d'ailleurs rappeler que deux de nos collègues nous représentent avec les meilleurs de ces jeunes à Abu Dhabi pour les Olympiades des métiers, où nous avons obtenu une médaille d'or et plusieurs nominés. Je veux les féliciter, les remercier, car ils sont des exemples de détermination, de professionnalisme et d'excellence. Je veux leur dire toute notre fierté d'avoir pu les accompagner dans cette compétition et dans leur formation. Ils prouvent que l'apprentissage est une belle aventure, une aventure de la réussite. Notre deuxième priorité, c'est celle de la jeunesse. Le Grand Est consacre un peu plus d'1 milliard d'euros chaque année à l'éducation et à la formation. C'est l'une des raisons d'être de notre collectivité, cela doit devenir son véritable fer de lance. Il nous appartient de mieux l'utiliser pour offrir à nos jeunes des formations, des qualifications, des parcours de réussite, une véritable égalité des chances dans tous nos territoires, afin qu'ils aient non seulement envie, mais aussi la possibilité de rester dans le Grand Est et d'y trouver les moyens de s'y épanouir. On connaît tous la célèbre phrase de Paul Nizan. « J'avais 20 ans et je ne laisserai jamais personne dire que c'était le plus bel âge de la vie. » Eh bien, c'est tout l'objectif pour nous. Apporter un démenti cinglant au grand écrivain. Oui, avoir 20 ans dans le Grand Est, cela doit être le plus bel âge de la vie. Nous allons donc poursuivre et amplifier l'initiative du lycée 4.0. Nous allons intensifier le travail sur la carte des formations professionnelles et renforcer l'apprentissage, je l'ai déjà dit. Nous allons également continuer à soutenir le développement de nos établissements d'enseignement supérieur, là où ils se trouvent, à Reims, Troyes, Nancy, Metz, Strasbourg, Mulhouse et bien d'autres. Il nous faudra également mettre les bouchées doubles pour favoriser très concrètement l'entrepreneuriat des jeunes. Et nous développerons sous forme d'application une carte jeune du Grand Est offrant l'accès
à de réels services. Nous lancerons enfin, d'ici quelques semaines, le Conseil régional des jeunes, bien plus qu'une instance de consultation de la jeunesse du Grand Est, parce que par leur engagement et la prise de responsabilité, c'est l'engagement et surtout une manière pour les jeunes de co-construire les politiques régionales qui les concernent, de participer à leur évaluation, bref, d'être acteurs à part entière du mouvement de démocratie territoriale initié par la région dès ses débuts. Je veux par ailleurs faire de la mobilité des jeunes un enjeu fort du Grand Est, quelle que soit leur situation et leurs conditions. Cette chance doit être offerte à tous ceux qui veulent la saisir pour mieux revenir ensuite et contribuer à la dynamique régionale. Je souhaite également toujours plus renforcer l'action de proximité de la collectivité vis-à-vis de nos jeunes, aide au premier stage, au premier job, accompagnement d'un engagement européen. Nous mènerons là la réflexion sur les meilleures manières d'atteindre ces objectifs. C'est un pacte que je veux signer avec la jeunesse du Grand Est, un pacte de confiance et d'avenir. La troisième de nos grandes priorités, c'est l'action en faveur de nos territoires. Dans la première partie du mandat, et sous l'autorité de Philippe Richert, nous avons posé les fondamentaux de nos politiques publiques, en nous efforçant de les rendre cohérentes et de leur donner du sens à l'échelle du Grand Est. C'est un deuxième mouvement qui s'ouvre aujourd'hui. Il n'est pas simplement complémentaire du premier, il est absolument nécessaire. Il s'agit d'ancrer l'action régionale dans chacun de nos territoires, en adaptant nos grands dispositifs aux réalités les plus locales. La loi NOTRe a confié d'une manière globale l'aménagement du territoire aux régions. Nous devons redonner à cette compétence tout son sens pour soutenir des dynamiques et des projets de territoire, du territoire, des territoires. Le SRADET que nous sommes en train d'élaborer sera l'un des outils dont nous disposerons à cet effet. C'est à nous qu'il appartiendra de faire correspondre nos politiques publiques aux attentes et aux spécificités du terrain. Nous y travaillons depuis plusieurs mois, vous le savez, en lien étroit avec l'ensemble de nos partenaires. Je suis convaincu que nous devons utiliser encore mieux ce levier pour innover dans l'aménagement territorial et aller de l'avant afin de rendre le meilleur service possible aux habitants, quel que soit leur lieu d'habitation. En milieu rural, qui constitue l'essentiel de notre territoire, nous avons lancé le pacte pour la ruralité dont les élus locaux se sont déjà saisis. Le déploiement de la fibre dans tous les foyers est un exemple concret de notre volonté de ne laisser personne au bord du chemin. Nos politiques agricoles participent également d'une logique d'aménagement du territoire. Et je ne peux manquer d'évoquer la question de la santé et de l'accès aux soins. Le rôle de la région est de plus en plus prégnant et stratégique dans ce domaine. Le gouvernement a d'ailleurs dévoilé récemment son propre plan. Nous avons en bonne cohérence avec celui-ci le nôtre, et c'est un réel sujet d'aménagement du territoire. La création des agences territoriales, outre leur proximité avec nos partenaires, nous permet d'aller encore plus loin et d'offrir demain un véritable bouquet de services au territoire. Au sein de nos agences, je veux que nous puissions disposer d'une force d'ingénierie, de compétences et de savoir-faire mutualisés au plus grand bénéfice des collectivités locales, des associations, des entreprises qui doivent faire face à tant de contraintes. Je veux que, dans les agences, nos équipes interdisciplinaires soient souples et réactives pour s'adapter aux besoins des territoires ruraux notamment, mais aussi urbains. Pour les villes moyennes et les bourgs-centres, je suis convaincu que le temps est révolu où chacun disposait d'équipements propres, notamment en raison de la raréfaction de l'argent public. La phase d'élaboration du SRADET nous fournit une source importante de données sur la densité de nos équipements publics, sur la définition de nouveaux bassins de vie cohérents. Il nous faut nous appuyer sur ces informations pour définir ces nouvelles contractualisations répondant à des attentes renouvelées. La région est la seule à disposer d'une vision d'ensemble de ces nouveaux équilibres. Et nous avons la chance de pouvoir définir des politiques publiques prescriptives pour les prochaines années. Nous allons nous saisir de cette opportunité. Pour les agglomérations, pour les grandes villes, les métropoles,
La région de demain ne peut plus être seulement dans l'accompagnement. Là encore, nous avons la chance de pouvoir garantir les équilibres territoriaux dans nos grands champs de compétences. Et je souhaite que nous puissions jouer un véritable effet levier en soutenant de grands projets cohérents avec les enjeux de la région et complémentaires des grands centres urbains. Cela passera ici aussi par une contractualisation qui doit renforcer le rôle de l'agglomération dans la compétition nationale et internationale. La région Grand Est ne sera une région européenne que si elle peut s'appuyer sur ses champions. Nos grandes villes ont toutes quelques atouts pour devenir des champions dans l'un ou l'autre secteur. La région jouera donc son rôle d'aménageur harmonieux du territoire si elle sait les accompagner et les valoriser. Grâce à notre expertise, à la capacité opérationnelle de nos services, à notre proximité avec nos territoires, nous pouvons apporter une réelle plus-value à chaque échelon territorial et améliorer au final le service aux habitants qui demeure et doit demeurer notre objectif unique. Dans cet esprit, dès les tout prochains jours, je vais aller à la rencontre des territoires et de leurs représentants, à la fois dans le souci d'être à leur écoute, mais dans le souci également de définir avec eux ce que peut être l'aménagement du Grand Est, l'aménagement territorial qui nous revient. Tout cela ne peut se concevoir sans une approche dynamique des problématiques liées aux mobilités. C'est la 4e de nos priorités. La LGV Est-Européenne relie Strasbourg à Paris en 1h50 et Metz comme Nancy à Paris en 1h20. Le seul aéroport trinational du monde est situé à Bâle, Mulhouse, Fribourg. Et nous bénéficions de 2 autres aéroports, dont l'un est directement dans le giron de la collectivité. Nous sommes également la première région pour le volume de marchandises transportées par la route. Les 3 anciennes régions avaient déjà les meilleurs taux de régularité pour leur réseau TER et nous avons su optimiser tant le coût que la qualité de service du réseau dans le cadre de la révision de la convention avec la SNCF. Notre approche des questions de mobilité ne peut cependant se limiter aux seules infrastructures classiques de transport. Il nous faut faire aujourd'hui le pari de l'innovation, des nouvelles formes de mobilité, de la mobilité électrique. Nous le ferons. De nouveaux enjeux et de nouveaux défis se présentent à nous et il nous appartient de les relever. La région a un rôle manifeste à jouer en matière de développement fluvial et portuaire. Elle a également à assurer une meilleure connexion de ces territoires avec les pays voisins, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse. S'inscrire activement dans les corridors européens est une obligation. Développer notre influence dans le transport de fret est essentiel. Prendre part à l'organisation des mobilités transfrontalières est impératif. Rédiger un schéma de l'électromobilité devient une urgence. Car le Grand Est, et j'en viens à la 5e de nos priorités, c'est un positionnement européen, central, au carrefour des grands axes de l'Union européenne, la région la plus transfrontalière de France, qui doit fonctionner à 360 degrés. Nous sommes la première région française pour le nombre de travailleurs frontaliers, une région exportatrice, majoritairement en Europe et dans les pays voisins, essentiellement sur les activités industrielles. Une région très attractive pour les investissements directs étrangers, créateurs d'emplois. Nous avons de nombreuses coopérations transfrontalières historiques dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. La région Grand Est est responsable, en partenariat avec l'État, de la mise en œuvre du FEDER, du FSE, du FEADER et de l'initiative pour l'emploi des jeunes sur le territoire régional. Ces fonds représentent 1,4 milliard d'euros pour la formation, l'emploi, l'agriculture, le développement des territoires, l'innovation, l'économie numérique, le développement durable. Dans le cadre des coopérations transfrontalières, la région, vous le savez, est également autorité de gestion du programme Interreg Rhin supérieur, préside l'autorité de gestion du programme Interreg Grande Région et participe au programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen. À chaque fois, ce sont plusieurs centaines de millions d'euros de crédits d'intervention. Nous devons sortir d'une approche par grande masse et trop fragmentée, qui, au-delà des réussites réelles sur le territoire régional, ne permet pas une visibilité suffisante. Une visibilité suffisante
de l'ambition européenne, de la collectivité, de l'action européenne, de la région. Nous voulons réaffirmer des domaines prioritaires à fort enjeu pour le développement régional dans le cadre d'une feuille de route Europe. Accompagner, impliquer, soutenir les acteurs des territoires, aider les porteurs de projets à mieux saisir les opportunités offertes par les programmes européens, alimenter le débat sur la position de la région sur la préparation de l'après-2020, réaffirmer enfin le rôle de coordination de la région sur ces thématiques. Nous allons intégrer la dimension européenne dans le portefeuille des agences territoriales. Accompagnement, information, communication sur les financements européens au plus près, là aussi, des acteurs, des élus, des entreprises, des associations. Bref, nous allons mobiliser nos outils et nos réseaux pour les mettre au service de l'ambition européenne du Grand Est. Elle disposera d'ailleurs prochainement d'une représentation unique à Bruxelles qui devra être un élément essentiel de son ambition. Je compte très rapidement m'y rendre personnellement. Le président de la République a évoqué la relance des conventions démocratiques pour refonder l'Europe. La région Grand Est doit être la région européenne française. Voilà l'ambition que je porte. Cela m'apparaît même plutôt naturel pour la région, dont la capitale est également la capitale européenne, et il va de soi que je serai solidaire de toute initiative renforçant le rôle européen de Strasbourg. Ce cap européen s'articulera évidemment avec notre action en matière de relations transfrontalières. Très vite, nous aurons à évoquer avec nos voisins des sujets qui touchent directement à la vie quotidienne de centaines de milliers de nos concitoyens, mais aussi de quantité d'entreprises, les transports, la mobilité, les mobilités, l'économie, la formation, la culture, l'environnement. Il s'agit concrètement de parler d'exportation, de travail détaché ou encore de tourisme. Des rendez-vous à cet effet sont d'ores et déjà pris. Mais lorsque j'évoque une région à 360 degrés, je crois également que notre région doit renforcer ses relations avec nos régions voisines françaises, Hauts-de-France, Île-de-France, Bourgogne, Franche-Comté. Nous avons déjà engagé des chantiers communs, notamment avec des dossiers ferroviaires. Je veux développer ces relations sur un ensemble de dossiers et je prendrai là aussi rapidement la tâche de mes homologues pour développer cet objectif. Au-delà de ces 5 priorités, je voudrais enfin rapidement évoquer 2 enjeux tout à fait transversaux. Le premier est celui du numérique. Nous avons désormais engagé le déploiement du très haut débit sur tout le territoire régional à très brève échéance. Il ne faut pas que cette approche en termes d'infrastructure nous dédouane des questions d'usage et de service. Nous avons engagé avec le manuel scolaire numérique un chantier novateur, mais d'autres chantiers seront ouverts dans l'e-administration, dans la digitalisation, dans l'industrie du futur, dans la culture et dans le patrimoine. La transformation de nos territoires en smart territoires doit pouvoir concerner chacune de nos communes. Le second enjeu que nous aurons très rapidement à traiter s'attache aux projets structurants à l'échelle du Grand Est. Je prends l'engagement devant vous de les accompagner avec force. Nous aurons à investir pour doter le territoire régional d'infrastructures et d'équipements qui font sens à l'échelle de la région tout entière, qui renforcent son attractivité et sa compétitivité internationale. Je pense par exemple au projet porté par Châlons autour d'une cité de l'agriculture. Mais on peut penser à l'ambition que le Grand Nancy veut se donner autour du thermalisme, ou encore de Metz sur le projet numérique TCRM Blida, ou encore de Mulhouse autour de l'IoT Manufacturing. Ce ne sont là que quelques exemples. J'ouvrirai les discussions prochainement à ce propos. Tout cela reste encore à définir et à préciser avec les élus en proximité, mais le Grand Est saura se mobiliser. Chers collègues, la région est aujourd'hui en France un échelon territorial en pleine mutation. Longtemps, la collectivité régionale a été un donneur d'ordre sur la base de documents stratégiques. Elle est aujourd'hui en contact de plus en plus direct avec nos concitoyens. Nos nouvelles régions qui sont issues de la loi NOTRe sont encore dans cette phase d'évolution. Le dernier rapport de la Cour des comptes, qui porte sur la première année d'existence des nouvelles régions, évoque immanquablement les coûts de transition.
Mais il faut également souligner que ce rapport pointe des économies potentielles, économies qui peuvent être réalisées dès lors que les exécutifs en ont la volonté. Cette volonté, nous l'avons. Et nous en avons déjà apporté la preuve. Comme la Cour des comptes, nous regrettons que la clarification des compétences intervenues dans le cadre de la loi NOTRe ait été trop timide. Mais le cadre budgétaire qu'aujourd'hui nous nous donnons produit clairement des économies absolument significatives dans tous les grands champs de nos compétences. Cette seconde étape de la mandature comporte une nécessité. Il nous faut revoir une partie de nos modes de travail et de fonctionnement. Je souhaite que nous puissions y réfléchir au-delà des appartenances partisanes. Nous voyons bien que l'organisation du travail en commission, par exemple, par session de 2 jours, fonctionne certainement de manière très intéressante, mais qu'il produit une telle activité qu'il pourrait être utile de se donner un temps supplémentaire, une 3e journée, pour s'y consacrer pleinement. Je reviendrai prochainement vers les différents groupes politiques à cet effet et nous pourrions nous donner comme objectif de mettre en place un nouveau dispositif en début d'année 2018. Maintenant que tous ces nouveaux dispositifs, d'ailleurs, sont définis, il nous faudra également engager un travail d'explication plus poussé de nos modalités d'intervention vis-à-vis de nos interlocuteurs, vis-à-vis de nos partenaires. Et je veux saisir l'occasion qui m'est aujourd'hui donnée pour m'adresser au personnel de la région Grand Est et à leurs représentants. Depuis plus de 20 mois, dans mes fonctions de vice-président, j'ai pu mesurer la qualité des agents de la région, leur professionnalisme, leur sens du devoir, leur engagement et leur attachement au service public régional. Je veux leur dire tout mon respect et toute la confiance que je place en eux pour faire avancer le Grand Est. Je suis conscient que nous avons à trouver ensemble des solutions concrètes et équilibrées, notamment concernant l'évolution du régime indemnitaire et des conditions de travail. Je m'y investirai personnellement, bien évidemment. Mes chers collègues, vous venez, par vos suffrages, de me confier la présidence de notre région. Je veux vous en remercier, naturellement. Je veux vous remercier de la confiance dont vous venez de me témoigner pour conduire le Grand Est vers le cap que nous lui avons fixé. Pour tout vous dire, j'ai ce matin le cœur serré de devoir abandonner le mandat de maire de Mulhouse. Oui, j'ai aimé être le premier magistrat de cette belle et grande ville. J'ai aimé être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Mulhouse, c'est ma ville, et ça ne se discute pas. J'ai aimé cette vie-là, cette vie de maire, où l'on se donne tout entier pour répondre concrètement aux solutions les plus urgentes, tout en préparant l'avenir. Être maire de Mulhouse, cela m'a appris une chose. La politique a du sens quand elle sert, quand elle est utile, quand elle améliore la vie des gens. Tout le reste ne vaut pas grand-chose. Tout le reste alimente la chronique et fait le buzz, mais tout le reste, en réalité, ne vaut rien. Ensuite, je dois vous dire ce matin que la joie que je devrais éprouver en accédant à la présidence de notre région, cette joie qui vient de la confiance que vous m'accordez, comme des défis passionnants que nous aurons à relever ensemble, se teinte peut-être d'une note de regret. Le regret de voir certains, ici et là, faire de la politique, et la pire politique qui soit, en instrumentalisant les passions tristes des hommes. Dans quelques jours, j'inaugurerai à Schirmeck, aux côtés du président du Parlement européen, la nouvelle partie du mémorial d'Alsace-Moselle. Et nul, ni en Champagne-Ardenne, ni en Lorraine, n'y trouvera rien à redire. Parce que les identités de nos territoires dans le Grand Est nous sont essentielles. Et une partie de la population alsacienne devant laquelle on agite le spectre du déclin et de la disparition, je veux dire toute la détermination qui sera la nôtre à agir en faveur des territoires, des identités, des langues et des cultures régionales. Mon attachement à l'Alsace ne peut être discuté. Rien ne peut disputer ma fidélité alsacienne que ma fidélité à la France.
Je n'ai de leçons à recevoir de personne. Je suis ce que je suis. Pas dans la superbe, pas dans la supériorité. Et il est temps de bannir les complexes d'infériorité ou de supériorité. Je serai un président responsable et je serai le président de tous. Je serai le président qui refuse le repli sur soi. Je serai le président qui s'engagera pour que les identités, les histoires, les spécificités soient considérées. Mieux, la région doit les faire vivre, les faire prospérer. Je veux aussi que nos cultures, nos langues ne fassent pas que survivre, mais qu'elles rayonnent. Nous positionner aussi fortement dans un espace européen réuni, comme je l'ai affirmé, eh bien, réunit tous nos territoires. Respecter chacune de nos histoires y devient une force, et il serait absurde de ne pas le prendre en considération. J'ai d'ores et déjà pris attache avec quelques personnalités investies sur ces sujets, dont certaines sont d'ailleurs plutôt critiques vis-à-vis du Grand Est. Et nous allons leur confier une mission de réflexion et de proposition en toute indépendance sur les conditions de renforcement du respect des spécificités territoriales alsaciennes, champardonnaises, lorraines. Et les conclusions pourront compléter le travail de prospective en cours. J'ai également répondu, vous le savez, présent à l'appel au dialogue de certains élus alsaciens qui souhaitent redéfinir la situation institutionnelle de l'Alsace. Je ne rejetterai jamais une offre de dialogue. En revanche, je me refuserai toujours à toute position strictement démagogique qui ne pourra conduire qu'à des impasses ou des déceptions. Qu'il s'agisse de propositions de loi manifestement inconstitutionnelles ou de consultations pseudo-référendaires en dehors de tout respect de la loi. Je mets vraiment en garde contre certaines initiatives qui ne contribuent qu'à libérer et à attiser la frilosité et le repli sur soi, voire même un discours de haine. Et c'est vrai, cher Jean-Pierre, j'ai lancé une pétition. Et je reste persuadé qu'à cette époque, j'avais raison. Rappelez-vous la manière dont le gouvernement avait bricolé cette réforme. C'était déplorable, aucune discussion préalable, une méthode indigne. Face à cela, montait une opposition. La République a cependant choisi. Et les lois de la République s'imposent à tous. J'ai pris mes responsabilités en me portant candidat aux élections régionales. Et en m'apportant leur suffrage comme tête de liste orinoise, mes concitoyens ont bien compris cette trajectoire. Et j'assume aujourd'hui, pleinement, devant vous, le choix réaliste qui a été le mien et le leur. Mesdames, Messieurs, c'est une nouvelle étape du mandat qui s'ouvre aujourd'hui. Le travail ne manquera pas. Nous allons d'ailleurs poursuivre par une séance relativement chargée. La gouvernance que nous souhaitons mettre en place laissera une large place au travail par pôle, parce que les défis auxquels nous devons faire face sont largement transversaux. Je garantirai qu'au sein de notre Assemblée, tous ceux qui souhaiteront y contribuer trouveront leur place. Notre environnement bouge et nous devons non pas seulement accompagner ce mouvement, mais être nous-mêmes en mouvement. La région saura être une collectivité agile et réactive, à la fois stratège et de proximité. Et c'est à ces conditions que nous pourrons mieux aller vers nos concitoyens et répondre à leurs attentes. Nous mesurons une chose, notre région doit aujourd'hui se lancer résolument dans l'action et préparer l'avenir. Elle doit aussi pleinement assumer son rôle et tenir son rang. Nous sommes ensemble et collectivement les dépositaires d'une longue et belle histoire. Nous sommes les héritiers de la Champagne, de Rachy et de Diderot, de la Lorraine, de Claude Gelée et du grand Stanislas, de l'Alsace, de Kléber et de Bartholdi. C'est cette histoire-là qui signifie tant pour le monde et qui lui a tant apporté, que nous devons aujourd'hui faire nôtre. C'est cette histoire qui doit, plus que jamais, mes chers collègues, nous inspirer. En tout cas, vous pourrez compter sur ma détermination à respecter des valeurs, une méthode, des objectifs clairs au service de tous nos concitoyens au sein du Grand Est. Je vous remercie.